C'est là qu'on a fait la première photo. Dans les Hautes-Alpes, Gilles, Jacques et Joël éprouvent le besoin de revenir dans la forêt de Boscodon. C'est pas dangereux, les chemins sont larges. Non, tant qu'on reste sur ces chemins, Il n'y a pas de raison il qu'elle... n'y a aucun risque là. Si, on peut se tordre une cheville. On peut glisser, bien sûr, comme tout le monde, mais bon. En plus, elle avait ses chaussures de rando, hein, donc Ah de bah, marche. bien sûr, ouais. Elle, c'est leur amie Monique Thibert. Le 2 juin 2015, ils font une randonnée. Ces marcheurs expérimentés profitent de la vue sur les montagnes et sur le lac de Serponçon. Mais après quelques heures de marche, en redescendant du pic du Morgon, la sexagénaire disparaît mystérieusement. Monique, elle n'a pas vu qu'on s'est arrêté. Donc elle a continué à marcher. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai dit stop, halte technique. Et on voit ici qu'au bout de 30 mètres, la personne disparaît naturellement. Voilà. Elle n'a pas entendu. On ne s'est pas inquiété, elle veut nous attendre plus bas ou plus tard vers la bergerie. Au bout de quelques minutes, les amis se remettent en route, pensant retrouver Monique à cet endroit. Mais il n'y a aucune trace de la retraitée. Ce qu'on ne comprend pas, oui, on est monté par ce chemin-là, on redescend par le même chemin. Donc même si lui arrive quoi que ce soit le long de ce sentier, on la voit. Oui, c'est obligé. Pourquoi elle est plus sur ce chemin-là, sur ce sentier-là? Elle n'est pas sur le chemin et nulle part ailleurs. C'est pas possible, c'est des extraterrestres qui l'ont enlevé, quoi. Parce que tout d'un coup, comme ça... Personne n'est à l'abri. Parce que nous-mêmes, on était loin de penser que ça pouvait nous arriver, se produire. Voir une amie comme ça se volatiliser, c'est incroyable. Ils préviennent immédiatement les gendarmes. La zone est fouillée, survolée par des hélicoptères. En vain. 6 ans plus tard, la randonneuse reste toujours introuvable. Cela aurait pu être une simple histoire de disparition en montagne. Pourtant, en seulement 5 ans, 3 autres personnes se sont évaporées. Comme Monique, dans cette forêt reculée, située au cœur des Hautes-Alpes, à 45 minutes de Gap. Après Monique Thibert en 2015, Marie-Christine Camus disparaît le jour de Noël, en 2016. Le 26 octobre 2020, Cédric Delahaye, un passionné de la montagne, se volatilise à son tour. 1 mois plus tard, l'histoire se reproduit. Laurence Clam, une habitante du village voisin, s'évanouit elle aussi dans ces bois. Si les autorités privilégient jusqu'ici la thèse du suicide ou de l'accident, d'autres sont persuadés qu'il s'agirait en réalité d'homicide. Il faut dire que ces 4 disparitions en seulement 5 ans posent question. Durant les 20 années précédentes, un seul autre cas est à déplorer et la dépouille de la victime avait été retrouvée dès le lendemain. Car le mystère est bien là. Cet été, 3 des 4 corps ont réapparu subitement après des années de recherche. Alors que se passe-t-il dans les entrailles de cette forêt? Accident, suicide ou crime? Enquête sur la forêt maudite de Boscodon. Dans le village de Crau, situé en lisière de la forêt, ces disparitions hantent les habitants. C'est très inquiétant de ne pas savoir. Ça fait peur. Comment ils ont disparu? Pourquoi ils ont disparu? Simone habite le bourg depuis un demi-siècle. Son grand plaisir, aller chaque automne cueillir des champignons dans la forêt. Mais depuis 5 ans, elle y a renoncé. Vous promenez en forêt parfois? Pas en ce moment sur Boscodon. Pourquoi? Parce que vous avez pas vu la disparition de dames qu'il y a eu. Elle et son mari Roger gardent précieusement toutes les coupures de presse sur ces étranges événements. Les ossements. 2 disparus, identifiés. Oh ben dis donc, c'est nouveau ça. L'espoir de pouvoir trouver des réponses. Ah oui, mais celle-ci, on l'a enterrée. Le peu qui restait. Mais celle-là, toujours rien. Ils en sont persuadés. Ces disparitions ne sont pas des accidents. Oh, ça peut être que quelqu'un, oui. Qu'il est trucide. On suppose qu'il y ait
quelqu'un motorisé, avec une voiture, qui profite de la personne, surtout des dames d'un certain âge. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il en profite, il la viole, il la vole, il la tue, et après il va la jeter en des points différents. Mais est-ce qu'il y en a que? Est-ce qu'il y en a plusieurs? On ne sait pas. Face à ce possible danger, Roger n'hésite pas à nous mettre en garde. Ne vous aventurez pas dans la forêt dont on ne ressort pas vivant. Il faudra se promener avec le fusil et le couteau entre les dents. Et si Simone et Roger n'avaient pas tort? Et si ces disparitions étaient bien l'œuvre d'un déséquilibré? Une thèse qu'Éric Clam ne juge pas improbable depuis que Laurence, son épouse, a disparu le 26 novembre 2020. C'est un itinéraire qu'on connaît très bien avec Laurence, puisque ça fait partie de nos itinéraires de confinement. On est tout près de assez près de chez nous. Il est environ 10h45 ce matin-là, quand Laurence Clam décide de partir seule, se promener. Selon son mari, elle lui explique vouloir aller à l'Oratoire, une petite chapelle isolée, située à quelques centaines de mètres de chez eux. Elle sera de retour pour le déjeuner. Mais Laurence ne reviendra jamais. Le jour même, la gendarmerie entame les recherches. Pour retrouver sa trace, l'un des meilleurs chiens pisteurs de France est dépêché en urgence. Pour l'animal, la piste de Laurence s'arrête ici, sur le pont du Marquisat, à 1 heure de marche de l'Oratoire où elle devait se rendre. A priori, si le chien s'arrête, c'est que pour lui, il n'y a plus de piste. Soit Laurence n'est plus à pied, soit elle s'est arrêtée là, elle a pu être emmenée par un véhicule. Dans les jours suivants, d'importantes battues sont organisées, sans résultat. Alors les enquêteurs font appel à un second chien d'élite. Lui marque cette fois-ci encore plus loin, à près de 2 heures de marche de l'Oratoire. Incompréhensible pour Éric. On n'est plus du tout sur la simple petite balade pour s'aérer l'esprit, d'autant qu'elle est partie les mains dans les poches, donc pas du tout pour faire une randonnée. Alors elle était en basket, entre guillemets, de ville pratiquement, mais c'est pas des chaussures qu'on met pour marcher très longtemps. Pendant 8 longs mois, le quinquagénaire multiplie les recherches en espérant retrouver sa femme. Mais cet été, tout espoir s'arrête. Jusqu'au dernier moment, j'ai imaginé qu'elle pouvait encore être en vie. Donc ouais, le deuil, il a commencé réellement le 25 août. Voilà. Si on peut parler de faire son deuil, parce que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, tout ça. C'est compliqué. Compliqué. D'autant plus que la découverte du corps par des gendarmes n'apporte aucune réponse à ces questions. Bien au contraire. Sa dépouille a été retrouvée très loin des lieux où les 2 chiens ont perdu sa trace. Et à 200 mètres seulement de l'Oratoire. Un secteur pourtant fouillé par les gendarmes et par Éric lui-même dès le lendemain de sa disparition. Les autorités privilégient la thèse de l'accident, mais lui, qui est guide de montagne, en doute. Avec sa femme, ils connaissent parfaitement la zone. Une zone, par ailleurs, peu dangereuse, selon Christophe Bernard, responsable à l'Office national des forêts. Voilà l'exemple d'un petit belvédère aménagé, vous voyez, donc là effectivement il y a un point qui peut être dangereux pour le public, si on s'approche trop il y a un petit précipice. Donc dans nos missions, ben voilà, on a installé une petite rambarde voilà, pour garantir un peu la sécurité des gens. Sur les près de 50 000 visiteurs que compte le site chaque année, les secours n'interviennent en moyenne que 5 fois. Il n'y a pas beaucoup d'accidents qui se produisent ici. Souvent, c'est de la bobologie, des enfants qui vont tomber, qui vont se faire mal aux genoux, s'écorcher, mais c'est pas un lieu accidentogène, quoi. Donc tout ça est assez étrange quand même. Oui, je vous rejoins là-dessus.
De quoi laisser les familles des disparus avec toutes leurs questions. Sur la carte. Rongé par le doute, Éric Clam s'est rapproché de Vanessa Faure, la sœur de Cédric Delahaye. Lui aussi a disparu de manière inexpliquée lors d'une randonnée en octobre 2020. Voilà, donc le parking de Grand Clos, c'est là où ton frère est parti, avec ce chemin-là en fait. Forcément, quand ça nous arrive à nous, et en plus après à Laurence, on est quand même sur 4 personnes. 4 personnes, c'est énorme. Forcément, quand on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux sur le Morgon que sur une autre montagne qui est juste à proximité? Si ces disparitions sont étranges, la découverte des corps de Cédric et Laurence cet été l'est encore plus. On ne les retrouve pas dans les 48-72 heures. Et puis on les retrouve 8-9 mois après, sur un endroit déjà exploré. Vous voyez, voilà, forcément que toutes ces questions, elles viennent nous heurter. On se dit, comment on n'a pas pu les voir à cette époque-là, alors que la végétation, octobre-novembre, on est sur une... où il n'y a pas forcément de feuilles. En plus, là, sur les crêtes, il n'y a pas forcément d'arbres, etc. C'est beaucoup de pourquoi. Un questionnement renforcé par la découverte, à la même période, d'un 3e corps. Il s'agit de Marie-Christine Camus, disparue, elle, le 25 décembre 2016. Le jour de Noël, il serait environ 14h30 quand elle part se promener seule dans la forêt de Boscodon. Une fois sur place, elle enfile ses chaussures de marche et s'évapore. Sa voiture ne sera retrouvée que 5 jours plus tard, à proximité d'une abbaye, au cœur de la forêt. À l'intérieur, toutes ses affaires et même son téléphone. Plus surprenant encore, les clés du véhicule sont positionnées sur la roue avant droite. Personne ne lui connaissait cette habitude. Là encore, d'importantes recherches sont lancées. Mais pendant 5 ans, aucun signe de Marie-Christine. Jusqu'à la découverte, cet été, de l'une de ses chaussures, puis de ses restes dans le torrent du Colombier, non loin à vol d'oiseau de sa voiture. Maître Boulou, avocat au barreau de Grenoble, représente la sœur de Marie-Christine, ainsi que les enfants de Monique Thibert, la première à avoir disparu lors d'une randonnée avec ses amis. Il est spécialiste des dossiers de disparition. Il a notamment défendu les parents du caporal Arthur Noyer, victime de Nordal-Lelandais. Pour lui aussi, les faits sont troublants. Ça me pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas eu une mise en scène? Est-ce qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un? Est-ce que ce véhicule n'est pas d'abord allé dans une autre ville et puis a été ramené là après? Je ne sais pas. Et il y a un point commun qui l'interpelle plus encore chez 3 des victimes. Monique Thibert, Marie-Christine Camus, Laurence Clam, 3 femmes, toutes dans la soixantaine, et avec un physique étonnamment similaire. On s'est dit, mais quelle ressemblance! Et c'est là qu'on a eu cette idée de dire, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui, dans le secteur, qui s'intéresse à ces personnes, qui ont cette physionomie, qui ont cet âge, et qui peut être pervers sexuel et s'en prendre à elle de manière fortuite quand elle en croise une. Mais c'est tout à fait possible. C'est très, très ressemblant. Mais alors, si ces disparitions de femmes sont l'œuvre d'un prédateur sexuel, qu'en est-il de Cédric Delahaye? Accident, suicide ou homicide? Le mystère des disparus de Boscodon reste entier.